Donc reprenons notre vidéo sur l'histoire du théâtre dans l'Antiquité, enfin la naissance du théâtre dans l'Antiquité, avec l'acteur qu'on avait vu un petit peu rapidement à la fin de la vidéo précédente. Donc pour reprendre, l'acteur et le coryphée, donc on commence par un seul, puis deux, puis trois. Donc le premier s'appelle le protagoniste, le deuxième c'est le deutéragoniste, et le troisième c'est le tritagoniste, trita 3. Donc tous les personnages sont forcément, toutes ces personnes, les acteurs, sont forcément des hommes. Les rôles des femmes sont donc joués également par les hommes qui donc se déguisent, et le masque qu'ils portent sur le visage permet en fait de bien déguiser, que de loin on puisse bien voir que ce sont des femmes. Donc les femmes n'ont pas le droit de monter sur scène, par contre elles peuvent a priori assister aux pièces de théâtre, peut-être avec les métèques, c'est le nom qu'on donne en Grèce et à Athènes aux étrangers, et peut-être les esclaves, même si les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur ce sujet-là. À la fin donc des Grandes Dionysies, après avoir vu donc toutes les pièces de théâtre qui étaient censées se jouer, 10 juges vont être tirés au sort parmi les citoyens de la cité et vont donc voter les gagnants. Donc le public va d'ailleurs essayer d'influencer qui doit gagner ou pas. Il y a 6 récompenses. C'est des récompenses symboliques, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est assez prestigieux. Et donc il y aura 2 récompenses pour les meilleurs acteurs comiques et tragiques, 2 pour les meilleurs chorèges, donc les 2 meilleurs chœurs comiques et tragiques, et 2 pour les meilleurs poètes, un pour le comique et un pour le poète tragique. Donc les poètes reçoivent par exemple des couronnes de lyre, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que nous avons gardé, comme je vous l'ai dit plus tôt, les pièces de théâtre uniquement des vainqueurs. Donc ceux qui ont été jugés les plus belles pièces de théâtre. Le public et donc les juges vont aussi, le public juge pardon va aussi donc juger l'archonte, donc celui qui organise, celui qui a demandé, qui a choisi celui qui devait organiser. Donc on va voir si ça a été bien organisé ou pas. Donc on va pas juger uniquement la prestation théâtrale, on va aussi juger l'organisation. Alors l'acteur, quand il monte sur scène, il porte une tenue, donc un costume, c'est-à-dire que déjà dans l'Antiquité, il y a un costume de scène. Ils vont donc porter une toge longue dont la couleur va déterminer le rôle. Ces costumes vont peu changer, c'est-à-dire que dans les époques ils vont changer, mais souvent il y a un rapport avec le rôle qui reste identique afin de faciliter l'identification du personnage. Ça veut dire que vous êtes souvent éloigné de la scène, et pour comprendre ce qui se passe, vous avez parfois besoin d'un indice. Comme il y a peu d'acteurs qui vont jouer beaucoup de rôles différents parfois, l'acteur va donc changer de rôle et de costume au milieu de la pièce de théâtre. Il va donc avoir besoin de costumes très différents et que chaque costume représente bien un type de personnage afin que lorsqu'on voit le théâtre, on reconnaisse tout de suite qui est l'esclave, qui est le roi, qui est la princesse, etc. ou qui est la reine, ou qui est le guerrier. Donc vous avez compris le principe, il faut que le costume soit très révélateur du personnage. On dit que c'est Échille, l'un des premiers auteurs dont on a gardé le tragédie, qui va amener le costume dans la tragédie. Et parmi les costumes, on n'a pas beaucoup de mentions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi ressemblaient ces costumes, on n'a pas gardé, c'est trop ancien, le tissu s'est certainement abîmé, donc on a quelques idées, mais dans les textes en eux-mêmes, il y a peu de paroles qui parlent des costumes, vous n'avez pas les didascalies comme on a dans les textes maintenant. Aujourd'hui, on écrirait une pièce de théâtre, on voudrait qu'il y ait un costume particulier, on l'écrirait dans la didascalie. Ce n'était pas écrit dans l'Antiquité, donc on a quelques mentions dans certains textes. On sait par exemple que Électre, un personnage féminin, porte souvent un vêtement de deuil. On sait par exemple que la reine Hermione a une couronne d'or, etc. Parce que les personnages en parlent entre eux, mais c'est la seule mention que l'on a. On sait aussi que le costume comique, c'est la tenue, c'est un chiton, donc c'est une tenue assez traditionnelle masculine, une sorte de tunique avec un manteau un peu court qui permet de le reconnaître par rapport aux autres. On sait aussi que dans les acteurs comiques peuvent avoir des rembourrages, par exemple au niveau du ventre, pour avoir un gros ventre. Les choreux tragiques, eux, vont porter des vêtements, donc des costumes qui vont avoir un rapport avec leur condition sociale. Donc un esclave va porter une tenue d'esclave, un boulanger va porter une tenue de boulanger, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant en plus, donc là vous avez un acteur comique avec donc un guidon, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez court. Ce qui est intéressant surtout, ce sont les chaussures. Donc ici vous avez les chaussures, ça s'appelle des cothurnes. Ces chaussures sont extrêmement hautes, on l'a vu dans la vidéo de la petite vidéo qui parlait de Dionysos dans la première vidéo sur le théâtre,
beaucoup de vidéos. Donc en fait, c'est surélevé pour qu'on puisse vous voir de loin. Donc voici, là, vous avez des coutures en bois qui servaient, donc qui étaient les chaussures des acteurs. Et enfin, ce qui est le plus marquant dans la tenue d'un acteur, ce sont les masques. Donc il y a des masques selon le genre de la pièce, selon si c'est une tragédie ou si c'est une comédie, et également selon l'acteur, selon le personnage qui est joué, homme, femme, enfant, esclave, et également les sentiments, puisque la figure du masque ne bouge pas, donc elle doit relever certaines émotions. Donc, voici ici des masques. Alors, au début, le masque, alors Aristote, qui est un philosophe grec, nous dit qu'il ne sait pas du tout d'où viennent les masques. Certains pensent qu'ils viendraient d'une tradition plus ancienne qui consisterait à se peindre d'une certaine manière le visage en blanc pour jouer ensuite comme acteur, donc en fait effacer un petit peu ses traits pour passer un masque de teinture, de couleur de personnage. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les masques les plus anciens ne couvrent que le visage, mais qu'ensuite ils vont s'agrandir pour couvrir jusqu'au sommet du crâne, ce qui va permettre de fixer ensuite des perruques, ou alors de montrer un crâne chauve. Donc vous avez des trous pour les yeux et la bouche. Sur la mosaïque, forcément, vous voyez ici, les yeux sont comblés et la bouche est ouverte, mais vous voyez que les yeux sont un peu comblés. Mais voilà, vous avez des trous pour les yeux pour que l'acteur puisse voir, c'est tout à fait normal, et un trou à la bouche pour que l'acteur puisse parler librement. La bouche est ouverte, soit en forme de sourire, soit en forme de grimace, et pendant longtemps on a cru que la bouche servait de porte-voix. Alors on n'a pas conservé de masques, de masques de théâtre en tant que tels, puisqu'ils sont souvent en bois, en tissu, en divers matériaux qui ne sont pas forcément faits pour durer très longtemps, mais par contre on a gardé beaucoup de représentations en mosaïque et en statue, mais sur les tests qu'on a fait régulièrement, les spécialistes ont l'air de dire que si ça faisait porter la voix, ça ne faisait pas porter la voix très très loin. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est qu'il y a 3 types de masques différents, un pour la tragédie, un pour la satire, un pour la comédie. Le masque de tragédie est celui qui est le plus réaliste, donc qui se rapproche le plus des traits naturels. C'est celui que vous avez donc ici. Souvent, le visage qui est représenté est en pleurs ou en cris, enfin une certaine forme de terreur sur le visage, qui correspond en fait un petit peu au principe de la tragédie. Ici, vous avez un masque du genre satirique, donc souvent qui est grossier, avec des gros nez, des gros sourcils, des gros yeux, qui vont avec les postiches de ventre, etc. Et en troisième, vous avez donc les masques de comédie. Alors les masques de comédie sont aussi très grotesques. Parfois, ils peuvent même représenter une personne connue de cette époque-là pour se moquer d'elle. Mais ça, c'est un masque de satire. Voilà. Alors. Ah oui, alors dernière chose sur les masques, donc on a retrouvé beaucoup de masques faux, en terre cuite, en argile, en mosaïque, etc. Et en fait, ces masques sont des éléments de décoration, mais ça peut également servir comme ex-voto, donc on peut aussi les mettre dans les temples et les consacrer aux dieux. Alors, parmi les auteurs très connus, parce que je vous ai parlé donc des auteurs en vous disant qu'on avait gardé uniquement les pièces de théâtre, donc des auteurs qui avaient gagné les concours. Donc parmi les auteurs qu'on connaît, on connaît Échille, qui est le premier tragédien dont nous avons conservé des pièces. C'est-à-dire qu'avant Échille, on n'avait pas de pièces de tragédie. On n'a pas de pièces tout court. Ensuite, nous avons Sophocle, qui l'a suivi, donc vraiment il est presque contemporain d'Échille. Échille gagne plus de concours quand Sophocle se met à en gagner. Et il est très connu parce qu'il fait partie de ceux qui ont gagné le plus de concours. Sachez que Sophocle a écrit beaucoup de pièces de théâtre dont je vous ai un petit peu parlé, une sur Ajax notamment, Oedipe, dont on parlera encore plus en 5e et encore beaucoup plus en 3e. Et ce qu'il faut savoir de Sophocle, c'est qu'il a vécu extrêmement âgé, et son fils avait l'air d'attendre assez rapidement son héritage, puisqu'en fait, il attendait que son papa meure pour avoir l'héritage, et comme ça n'arrivait toujours pas, il va intenter un procès à son père pour sénilité. Ça veut dire qu'il va intenter un procès pour dire que son père n'est plus capable de s'occuper de lui parce qu'il est trop vieux, et que donc il faut donner sa fortune à son fils pour que son fils puisse s'occuper de lui, et surtout puisse s'occuper de lui-même avec l'héritage et la somme qu'il va gagner. Et donc c'est assez fréquent en Grèce, on fait beaucoup de procès pour un oui, pour un non, donc c'est pas quelque chose qui est forcément inattendu, même si ça reste pas très agréable quand votre fils vous intente un procès parce qu'il trouve que vous êtes trop vieux et sénile et incapable de vous occuper de vous-même. Donc Sophocle, pour se défendre, n'a pas du tout pris un avocat, n'a pas fait de discours, il a écrit une pièce de théâtre
qu'il a lu devant les juges, et les juges ont trouvé que c'était la plus belle pièce de théâtre que Sophocle n'ait jamais écrite, et qu'un tel génie qui pouvait écrire une pièce de théâtre aussi belle était forcément saint d'esprit, et donc ne pouvait pas être accusé de sénilité. Donc le fils a perdu ce procès. La question est-il, est-ce qu'il a également perdu tout droit sur l'héritage? Je ne sais pas, mais si vous voulez, je me renseignerai. Ensuite, nous avons donc Euripide, qui est le dernier auteur tragédien très connu. On en a gardé beaucoup de pièces, et il est connu pour faire débat. C'est-à-dire que Échille et Sophocle écrivent des tragédies sur les grands héros des grands héros d'Antiquité déjà connus. Euripide, lui, a tendance à écrire des tragédies qui mettent du côté des vaincus, et donc de voir comment les vaincus, ceux qui ont été vaincus par les Grecs, terrassés par les Grecs, vivent cette défaite. Donc forcément, il a fait débat, puisque c'était pas forcément très fréquent d'écrire à la place des perdants. Et le dernier, et qui est en fait le seul auteur de comédie qu'on a gardé, est Aristophane. Alors Aristophane est un auteur donc de comédie, donc contrairement aux trois autres, lui il va écrire des pièces très drôles, notamment sur des personnages contemporains à son époque ou un peu plus anciens mais très connus, comme Socrate par exemple, qui est dans un panier suspendu, qui est en train de parler à des nuages, donc vous voyez que l'objectif est un petit peu de se moquer. Il va écrire également une pièce qui s'appelle l'Assemblée des femmes, dans lesquelles les femmes décident de prendre le pouvoir à la place des hommes et donc de voter certaines lois. Vous avez également Lysistrata, dans laquelle une Athénienne convainc toutes les femmes des cités grecques de refuser leur lit à leur mari pour que ceux-ci arrêtent de faire la guerre. Donc voilà, vous avez des sujets d'actualité dans la comédie chez Aristophane, l'objectif étant souvent pour lui de se moquer de ce qui se passe. Donc lorsque dans l'Assemblée des femmes, fait que les femmes font des lois un petit peu stupides, il se moque surtout des constitutions d'Athènes et des lois que votent les citoyens qui sont des hommes. Et lorsqu'il fait de Lystrata une jeune Athénienne qui refuse son lit à son mari pour éviter la guerre, il parle évidemment des guerres qui secouent Athènes et Sparte. Donc voilà, alors dans le cours de la prochaine vidéo, on parlera de l'édifice du théâtre.